Nous allons passer avec cette table ronde sur des applications extrêmement concrètes. Et on le voit quand on a préparé cette table ronde. Il y a beaucoup d'applications. On va peut-être commencer par Fabrice Ottagno chez Accor Hotel. Alors, on a pas mal parlé des chatbots. Vous en utilisez vous-même. Dites-nous un petit peu comment est-ce que vous utilisez ces chatbots pour faciliter le parcours client. Alors nous, on a deux chatbots chez Accor Hotel. Il y en a un premier qui est là pour faciliter l'aide à la réservation quand vous voulez réserver une chambre d'hôtel. À un moment donné, on vous propose de vous aider, mais c'est juste quelque chose qui vous permet de vous débloquer. En aucun cas, quelque chose qui va vous pousser à réserver vers tel ou tel hôtel ou tel prix. C'est vraiment une aide très simple. Le second chatbot qu'on utilise est un peu plus malin. C'est spécifiquement relié à une offre de la chaîne Mercure qui a développé autour de ses propres hôtels la notion de local knowledge. Donc c'est une offre totalement marketing qui va proposer aux guests qui rentrent dans un hôtel Mercure d'avoir une connaissance de tout ce qui se passe dans le quartier, dans les bons plans du quartier. Et pour ce faire, on a monté un chatbot qui va interagir avec le guest, qui va essayer de trouver un petit peu quelles sont ses préférences, son état d'esprit, pour l'orienter plutôt vers des restaurants, des théâtres ou des choses qui sont cachées dans les catacombes de la ville ou dans quelque chose qu'on ne voit pas de l'extérieur. D'accord, donc ça permet effectivement de situer l'hôtel dans son environnement et de discuter. Alors, l'hôtellerie, c'est un métier, effectivement, il faut gérer les réservations. Vous avez des programmes de revenu management. Vous avez mis en compétition l'homme et la machine. Expliquez-nous et dites-nous qui a gagné au final. Alors, un élément, un process core métier de l'hôtellerie, c'est le revenu management. C'est donc la façon d'optimiser le taux de remplissage au meilleur prix en utilisant les meilleurs canaux de distribution. Donc on a développé depuis maintenant 1 an et demi ce qu'on peut appeler de l'intelligence artificielle qui va essayer de comprendre, de prévoir à 6, 9, 18 mois quel va être le taux d'occupation des hôtels, basé à la fois sur l'historique des réservations de cet hôtel qu'on a depuis quelques années, mais aussi de tout un tas de données externes qu'on est capable de ramener comme des événements qui vont impacter l'hôtel ou comme la réputation de l'hôtel ou les prix de la concurrence. Donc on a mis en place cette brique d'intelligence artificielle qui sont basées sur en fait plusieurs niveaux de machine learning et qui sont entraînés à redonner des recommandations de prix et de channel en fonction du taux d'occupation. Et pour ce faire, en fait, on était un peu coincé parce qu'on ne pouvait pas mettre en learning ces algorithmes dans la vraie vie chez nos hôtels, sachant que nos hôtels, c'est quand même quelque chose d'essentiel pour ramener de l'argent à la maison et pour ne pas s'amuser à disrupter un hôtel pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois pour dire tiens, essaye-moi cet algorithme sur tes prix, on va voir si ça va marcher. Donc on a bâti un jeu. C'est amusant parce que ça recoupe avec la présentation qu'on a eue ce matin. On a fait un jeu électronique basé sur une GPU. On a recomposé plusieurs marchés d'hôtels différents, dans différents contextes. Et on a repris des courbes de sensibilité au prix de nos clients, d'agressivité de la concurrence, de densité de la place. Et au sein de ce jeu de simulation, on a plongé notre meilleur revenu manager, enfin le champion du monde du revenu management, si je le compare au champion du monde de Go ou d'échecs, de chez nous, par rapport à notre machine, qui était comme ça, un petit peu entraînée, mais c'est vrai qu'un call start n'est pas évident à faire, et après qui a progressé en intelligence. Donc on les a fait jouer l'un contre l'autre pendant 2 mois. Et pendant le premier mois, l'homme était devant, parce qu'il avait les bons réflexes. Il utilisait ses propres outils aussi de revenu management. Et puis, au bout d'1 mois, la machine a commencé à apprendre de ses marchés, de la réaction des concurrents, des clients et de son adversaire. À partir du 2e mois, elle a commencé à décoller et passer devant. Et à la fin des 2 mois de training, la machine était largement devant, avec quelques biais, mais qu'on est en train de réanalyser et de reformer. Mais le passage par le simulateur était tout à fait édifiant, non seulement pour traîner la machine, mais aussi pour expliquer aux dirigeants d'Accor Hotel qu'on avait là une innovation qui était importante, qu'il fallait prendre en compte. Et
qui était un peu boîte noire, donc il fallait la prendre dans le bon sens pour l'expliquer aux managers derrière. Alors, c'est une question que je vais poser aux trois intervenants parce que ça va être le cœur un petit peu de cette table ronde. Est-ce que l'intelligence artificielle, pour vous, c'est simplement un outil de performance? C'est meilleur que ce que vous utilisiez auparavant? C'est beaucoup mieux? Ou est-ce que ça change profondément votre business, l'intelligence? Pour moi, ça change profondément le business. Ça le change tellement que je pense que ça peut impacter la façon dont on va faire le business plus tard et la façon dont on utilise les ressources. Je dis les ressources de manière très générique, à la fois des ressources technologiques, humaines, managériales. Je pense que par rapport à justement cette brique de revenu management, il est hors de question de remplacer les revenus managers. C'est vraiment une aide à la décision des revenus managers. En revanche, si on présente juste le résultat de l'intelligence artificielle directement sur le desktop du revenu manager le matin, je pense qu'il y aura un rejet. Donc on encapsule cette recommandation dans une interface, une UI très développée qui représente en fait les différents paramètres qui entourent le contexte de l'hôtel, sans donner le calcul lui-même qui est produit par le machine learning, mais qui dit voilà la position de ton marché, de tes concurrents, où est-ce que tu en es de tes chambres, de ton taux d'occupation, avec la visibilité à plusieurs mois, pour qu'il comprenne le contexte où il est et qu'il accepte mieux la recommandation d'une machine derrière. Merci. Je passe la parole à Julien-Henri Maurice, donc, qui est chez Bazar Chic. Bazar Chic, c'est un acteur qui est né avec le e-commerce, donc déjà la première révolution de l'Internet. D'être confronté à cette deuxième révolution. Même question, parce que c'est vraiment central pour vous, ça vous permet de faire encore mieux qu'auparavant, avec vous aviez vos bases de données et vos propres outils CRM, ou ça ouvre de nouvelles perspectives pour vous? Bonjour à toutes et à tous. Les deux, mon commandant, j'ai envie de dire. La première étape, pour répondre un peu au pitch de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est qu'avant de faire de l'IA, il a fallu quand même expliquer les enjeux, ce que ça pouvait potentiellement changer dans le quotidien, ce que ça allait apporter pour les équipes, et démystifier un peu le côté l'IA va me piquer mon poste. Donc la première chose, c'était de faire mieux, et comme ça a été dit, c'était de pouvoir concentrer les ressources, notamment humaines, sur des valeurs, sur des tâches à valeur plus ajoutée, de plus haute valeur, et donc de faire gagner en productivité. Donc c'était vraiment une logique de performance, de business, de ROI, de résultats. Le second prisme qui pointe le nez, c'est qu'en effet, une fois qu'on a mis le doigt dedans, si j'ose dire, ça devient un peu compliqué de faire marche arrière. Nous, on le voit, maintenant qu'on a des super résultats sur ce qu'on a testé, ça change beaucoup de choses. Et je le vois notamment sur la relation client, ça va changer énormément de choses de mon point de vue. On le voit également sur le mobile et comment nous, on peut améliorer les performances business sur ces devices sympathiques, mais challengeants. Donc, moi, c'est un sacré challenge au niveau du COMEX, où je siège, pour expliquer les résultats, être très pédagogue sur le bien fondé de ce laboratoire que j'ai créé en interne, qu'on m'a pour le coup totalement laissé faire, donc c'était bien. Et maintenant d'expliquer les résultats et la next step. Donc c'est les deux. C'était d'abord dans une logique de ROI, de faire toujours plus, sans forcément tout le temps recruter, parce que l'e-commerce, sinon c'est beaucoup de petites mains, entre guillemets, et de choses qui sont répétitives. Donc c'est une logique d'industrialisation, et en même temps, c'est une logique de changer les paradigmes et la façon dont on le fait, et c'est d'être data partout où on peut l'être, et puis empirique. Alors, il y a le champion mondial de l'e-commerce, Amazon, s'est intéressé à ce sujet et a fait, avec de l'intelligence artificielle, l'assistant personnel vocal Echo, et j'allais dire powered by Alexa. Est-ce que là, du coup, il a pris une position assez importante? Est-ce que pour vous, l'arrivée des assistants personnels comme ça, donc on a vu Echo, on a vu Home, on va voir celui d'Apple, HomePod, est-ce que ça change radicalement pour vous le e-commerce, puisqu'effectivement maintenant on va pas taper sur un moteur de recherche Google pour savoir
avant, c'était, on regardait quel est, je sais pas, Bazar Chic vend des vêtements, par exemple, quel est le plus joli vêtement au moins cher. Là, on va demander directement de commander via un assistant personnel. Est-ce que pour vous, ça change un tout petit peu? Et comment est-ce que vous vous rebranchez sur ces assistants personnels? Ça va pas un petit peu changer, ça va, à mon avis, beaucoup changer. C'est vrai qu'historiquement, l'écrit et demeure, mais ultra important. Nous, ce qu'on voit arriver, c'est une sacrée tendance dont on parle finalement, je trouve, peut-être sauf aujourd'hui, en tout cas dans le quotidien en tant que praticien e-commerçant, assez peu. C'est-à-dire passer de l'écrit à l'oral. Ça change tout pour accéder à votre produit, ça change tout pour positionner votre marque dans un environnement qui n'est pas le vôtre, ça change tout de passer d'une stratégie product-centrique à content-centrique et de voir comment on peut finalement s'intégrer là-dedans. Ça veut dire que les métiers notamment du SEO, du référencement vont totalement être bouleversés, que l'accession à la formation va continuer de se modifier. On l'a déjà vu, je pense, j'étais en Chine il y a 2 mois, ce qui se passe notamment sur les chatbots, mais pas que, avec le conversationnel et les émoticônes, et la façon, parce que le chinois a été très compliqué, ils ont commencé à lancer vraiment et à être très friands des émoticônes, et commencé à être un raz-de-marée partout dans le monde maintenant, et on pourrait plus se passer de nos émoticônes sur Messenger pour pas les citer. Je pense que cette logique-là, elle est profonde, elle est sociétale. Je peux pas vous dire encore comment je vais l'adapter dans mon quotidien, parce que j'ai pas totalement la réponse. Par contre, je sais que ça va être un sacré enjeu, et le sujet quand même que ça sous-tend, comme toujours avec nos chers GAFA, et c'est un peu mon job au quotidien, c'est d'être dans le compromis sans se compromettre, c'est comment on fait quand on a un Apple qui finalement sera jugé parti, parce que lui aussi, il est acteur e-commerçant, et comment finalement ils vont peut-être mettre d'autres produits en avant et pas les nôtres. C'est un peu ce qui se passe aussi avec Google quand ils désintermédient sur beaucoup de sujets. Sacré enjeu, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas s'il y aura un code éthique 3.0 sur ça, mais en tout cas, la bataille va être âpre, parce que sinon, en effet, on pourrait se retrouver assez isolé si tout le monde commence à passer à la voix, et si on est resté sur des logiques notamment par exemple de SEO et de choses comme ça à l'écrit. En effet, le trafic et comment on va capter, comment on va interagir avec des prospects et des clients, on pourrait se retrouver un peu à poil. Donc c'est assez édifiant ce qui arrive, et rapidement. Oui, donc un risque d'éviction, j'allais dire, du référencement. Un risque de perte de trafic, de perte de revenus de perte de trafic potentiel, oui. D'accord, et vous serez extrêmement vigilant pour éviter qu'il soit jugé parti, c'est ça. Exactement. On a parlé de l'Internet vocal, il y a aussi l'AIS et la reconnaissance d'image. J'imagine que dans le e-commerce, c'est aussi très important, la reconnaissance d'image. Ultra important, on le voit pour plusieurs prismes. Un, si on parle pour le prêt-à-porter, parce qu'on ne vend pas que des vêtements, la reconnaissance par rapport à la taille et la recommandation que l'on peut en faire pour diminuer le taux de retour et donc améliorer les coûts de non-qualité associés est ultra important. Et encore une fois, on voit que le contenu aussi, d'où le succès, pas que, mais de Instagram et tous les autres, que le contenu devient aussi très, très imagé, très contextualisé et plus uniquement textuel. Donc oui, les prises de parole sont de plus en plus mises en scène dans cette logique-là. Donc pour moi, il y a deux enjeux là-dessus. Il y a on-site, je dirais, sur nos environnements, comment on fait sens de cela pour finalement mieux engager le user, et puis finalement que ces textes nous permettent d'engager mieux et de convertir mieux. Et également en externe, comment finalement Bazar Chic se met en scène via ses visuels et s'intègre et raconte une histoire finalement pour faire venir le trafic. Donc c'est comme le vocal, c'est comme le texte, c'est comme l'image, c'est que du contenu sous différentes formes, mais qui doivent à chaque fois être irrigués partout pour être justement là où la façon dont les gens finalement consomment aujourd'hui le contenu en fait. Merci, je passe la parole à Bernard Georges, responsable de la prospective stratégique, direction des ressources et l'innovation de la Société Générale. Alors, Société Générale réfléchit depuis assez longtemps, vous me l'avez dit, à l'intelligence artificielle, parce que c'est aussi le cœur de ces métiers, à la fois métiers de banque de réseau et de banque de marché, de banque d'affaires. Comment est-ce que la Société Générale a abordé ce sujet de l'intelligence artificielle ? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je pense que la question de la conduite du changement est une question fondamentale. Alors, nous avons débuté la Société Générale nos réflexions sur l'intelligence artificielle il y a maintenant plusieurs années.
Et nous avons conscience que sur un tel sujet, nous devons nous projeter sur le moyen et le long terme. Et par ailleurs, nous avons conscience qu'il est sans doute souhaitable, nécessaire, d'associer directement les collaborateurs à nos réflexions sur l'intelligence artificielle et ses conséquences. Alors, pour illustrer cette idée, je voudrais simplement vous faire part brièvement de mon expérience. J'ai dirigé il y a 3 ans des travaux sur l'intelligence artificielle au sein de la banque. Et à l'issue de ces travaux, nous avons souhaité, avec mon équipe, en partager largement les résultats. Alors, nous avons construit et diffusé une présentation de sensibilisation sur l'intelligence artificielle qui a permis, en l'espace d'environ 2 ans, de toucher 9000 personnes, dont 2000 extérieurs à la banque, dans d'autres entreprises également et dans différentes écoles de commerce, d'ingénieurs, etc. Alors, cette présentation comportait 2 parties, un exposé suivi d'un débat. L'exposé visait à faire comprendre que l'intelligence artificielle est déjà une réalité, qu'elle constitue une approche révolutionnaire, qu'elle produit et produira de nombreux résultats tangibles et qu'évidemment de nouvelles réflexions s'imposent, notamment sur le plan éthique. En seconde partie, le débat abordait plusieurs sujets comme les questions de la peur, de l'adaptation, de l'inclusion liées à l'intelligence artificielle, les différences entre connaissance, intelligence et conscience artificielle, les liens entre intelligence artificielle et transhumanisme, la question du travail et des rapports et des nouveaux modèles de société induits par l'intelligence artificielle, et enfin un rappel, je dirais, d'ordre philosophique à la raison, aux valeurs de l'humanisme, si nous voulons, en tant que collectivité humaine, conserver nos points de repère. Alors voilà pour le contenu. Qu'avons-nous appris au cours de ces multiples séances de présentation et en quoi cela a-t-il transformé l'entreprise ? Mais le constat que nous avons fait est qu'il y a de très très nombreuses attentes au sein de l'entreprise, des entreprises et de manière plus large de la part des citoyens pour comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle avant même de chercher à agir. La présentation que nous avons faite a permis à de nombreux collaborateurs de changer leur regard sur l'intelligence artificielle, de dépasser leurs peurs sans pour autant les éliminer, en abordant tant les questions d'ordre technologique que les conséquences sociales, sociétales, économiques, humaines liées à l'intelligence artificielle. Le constat que j'ai pu faire, c'est que sur un sujet aussi disruptif que celui-ci, tout se joue, je dirais, au départ sur la capacité à ouvrir le regard, à ouvrir le champ de la perception, et cela passe par la capacité à raconter collectivement une histoire, l'histoire du monde qui change, l'histoire là, de ce monde qui vient pour induire une nouvelle compréhension de la réalité. J'aime volontiers rappeler ce que disait, peut-être en tête, Paul Václavic, l'un des fondateurs de l'école de Palo Alto, philosophe et psychologue bien connu, que l'art de manager consiste à remplacer une construction de la réalité qui n'est plus adaptée par une autre qui l'est mieux. Enfin, à l'issue de toutes ces présentations, de nombreux participants ont spontanément manifesté le souhait d'aller plus loin au travers d'une communauté ouverte autour de l'intelligence artificielle pour continuer de réfléchir ensemble et commencer à expérimenter. Mais alors, donc, quand vous avez mené ces travaux, vous avez sensibilisé, j'imagine, le COMEX, voire même Monsieur Oudéa. Est-ce que vous leur avez donné des pistes, des perspectives? Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut changer le métier ou les métiers de la Société Générale? Alors, c'est en fait la question essentielle. Hein. Et si on veut réfléchir à la manière de mener un projet d'intelligence artificielle dans l'entreprise, je dirais, avant même de parler de technologie et d'organisation, il faut faire comprendre ce qu'est et ce qu'implique l'intelligence artificielle du point de vue des métiers et des modèles d'affaires. Alors, pour l'illustrer sous forme d'exemple, un exemple qui n'a rien à voir avec la banque, imaginons le métier de chauffeur de taxi, tout simplement. Rappelez-vous, il y a 30 ans, un bon chauffeur connaissait par cœur toutes les rues d'une ville, tous ses sens interdits, et nous conduisait d'un endroit à l'autre en optimisant le temps ou la distance de parcours.
Autrement dit, il y a 30 ans, un bon chauffeur maîtrisait parfaitement la data. Aujourd'hui, on en a tous fait l'expérience, très peu de chauffeurs, que ce soit de taxi ou de VTC, connaissent par cœur les rues qu'ils empruntent. Ils appuient sur leur smartphone. Pardon ? Oui, voilà. Ils commencent par rechercher l'itinéraire sur un smartphone. Exactement. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème, tout simplement parce qu'il y a des applications GPS sur smartphone qui leur permettent d'aller directement, sans erreur, d'un point à l'autre. Autrement dit, le chauffeur, aujourd'hui, le bon chauffeur, n'a plus nécessairement besoin de maîtriser la data. Et pourquoi ? Parce que les attentes, en fait, des clients ont profondément changé. Ce qu'attendent aujourd'hui la plupart des clients, c'est une qualité d'expérience de vie lors non plus d'un simple transport, mais de quelque chose qui s'apparente, disons, à un voyage, avec toutes les émotions et les ressentis associés. Alors, peut-on dire encore que la data est importante ? Oui, évidemment, puisque la data est nécessaire pour que le GPS fonctionne. Mais non, dans le sens où la data, à elle seule, n'est plus différenciante dans l'expérience de vie, et non dans le sens où le service intelligent, agréable et utile, construit par-dessus la data, devient l'élément prépondérant. Alors pourquoi insister sur, ou aborder cette question du rapport entre les data et les services ? Eh bien parce que je crois qu'en France et en Europe, à la différence peut-être des États-Unis et de la Chine, on souligne relativement peu ce qui caractérise un service intelligent et ce qui fait qu'un algorithme, au-delà de la donnée, est réellement intelligent. Et l'une des raisons, sans doute, c'est que nous avons assez peu l'occasion de préciser les différents concepts qui sont mis en jeu par les différentes technologies cognitives, et notamment de préciser la différence entre le big data, c'est-à-dire un système de connaissances artificielle, et l'intelligence artificielle. De manière pratique, on connaît tous la différence entre connaissance et intelligence. Je vais le rappeler de façon très très simple. Un parent qui cherche, je dirais, à tester les connaissances de son enfant lui dira simplement « trouve les bonnes réponses ». En revanche, vous le savez bien, si vous cherchez à stimuler l'intelligence d'un enfant, vous lui direz plutôt « pose-toi les bonnes questions ». L'intelligence, c'est cela. C'est la capacité à se poser les bonnes questions, bonnes du point de vue de quelqu'un, de quelque chose, par rapport à ses propres intérêts dans son propre système de valeurs. Et là, je viens au passage de rappeler la définition de l'empathie, qui n'est rien d'autre que la dimension relationnelle de l'intelligence. Alors au fond, et je termine là-dessus, pourquoi insister sur les caractéristiques propres à l'intelligence ? Eh bien parce que l'intelligence artificielle va obliger bientôt toutes les entreprises à faire totalement pivoter la relation avec leurs clients. Aujourd'hui, les entreprises font plutôt, on va dire, du push product. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles accumulent, grâce au système de big data, au système de connaissances, un grand nombre de données sur leurs clients pour leur pousser le bon produit au bon moment, au meilleur prix. Et c'est mieux que de ne rien faire du tout, on est bien d'accord. Mais dans quelques années, la plupart des entreprises seront équipées, grâce aux géants du web, de leurs propres intelligences artificielles, qui leur diront s'ils ont raison ou non d'être les clients de telle ou telle entreprise et d'acheter ces produits. Et dès lors, chaque entreprise devra se demander ce qui fera que ses clients voudront bien, par l'intermédiaire de leurs propres intelligences artificielles, continuer de sélectionner l'entreprise comme un interlocuteur de confiance et de valeur. Et en conséquence, la capacité de chaque entreprise à rendre son système d'information empathique, et j'emploie exprès ce mot, la capacité donc à se poser les bonnes questions du point de vue de ses clients, bref, la capacité à faire cette fois-ci du pull client, va devenir l'élément majeur de son propre devenir et de sa survie. Alors, il y a une question qu'on n'a malheureusement pas eu le temps d'aborder dans le rapport France-IA, mais qui est une question centrale, c'est la question de l'emploi. La question de l'emploi, on abordera ça avec tout le monde, mais pour la société générale, est-ce que c'est un élément important que vous avez pris en compte dans l'évolution et dans l'implémentation de l'AI ? Et est-ce que vous mesurez quelles peuvent être les conséquences pour, j'allais dire, le réseau ? Parce qu'on parle beaucoup
la disparition, alors ça c'était avant l'intelligence artificielle, mais à terme de la disparition des banques de réseau, enfin ou du moins des agences, pardon. Alors, c'est une question évidemment sensible, mais pour nous, comme pour absolument tous les acteurs économiques, et nous avons bien conscience qu'à l'échelle d'une entreprise comme la nôtre, nous avons une responsabilité sociale, sociétale à réfléchir dans ce cadre-là. Alors, l'histoire de l'informatique, déjà, nous conduit depuis une cinquantaine d'années à rationaliser tout un ensemble de processus, à automatiser, etc. Et donc, il y a effectivement une part des tâches qui sont automatisables qui peuvent être dégagées au profit d'autres activités à plus forte valeur ajoutée, nécessitant notamment l'implication d'humains. Et cette question, elle va se poser, sans doute avec un effet de levier encore plus important au cours des années qui viennent. Alors, si on écoute les prospectivistes à très très long terme qui nous garantissent, et pourquoi pas, je ne sais pas challenger de façon extrêmement précise, mais qui nous garantissent qu'à l'horizon de 30 ou 50 ans, l'intelligence artificielle aura remplacé la plupart des emplois, non pas du travail, des emplois, c'est bien une grande différence entre le travail et l'emploi. Le travail, ça peut prendre le sens de labeur, le travail laborieux, et puis ça peut prendre le sens d'opus, au sens de l'œuvre qu'on peut réaliser pour soi-même ou pour les autres. Mais cette question de comment le curseur va se déplacer est une question sensible. Et donc, nous avançons avec une grande prudence sur ce sujet au cœur de la Société Générale. On a bien compris, et d'ailleurs le mouvement s'est engagé au niveau de toutes les banques, que l'agence bancaire traditionnelle d'il y a 20 ans va progressivement disparaître. Je pense que la plupart d'entre vous, vous réalisez déjà vos opérations courantes au travers de votre ordinateur et sans doute encore plus simplement avec votre smartphone, comme à peu près tout le monde, et les plus jeunes en particulier. Et donc, on sent bien qu'on va devoir réorienter les agences physiques. Il n'est pas du tout question de les fermer, mais de les réorienter vers, je dirais, des activités à plus forte valeur, notamment pour le client, qui consistent à pouvoir, à laisser le client rencontrer un homme ou une femme pour qu'on reste dans ce rapport de convivialité qui constitue aussi notre humanité, notamment pour tous les événements qui peuvent caractériser l'existence de quelqu'un. Vous connaissez tous ces événements qui vont de la naissance jusqu'à la fin de vie par toutes les étapes intermédiaires. On a tous quelques grands événements comme ça qui nécessitent une écoute, une attention particulière avec une complexité différente des opérations courantes. Et donc, il va falloir opérer, mais ça passe aussi par effectivement de la formation et puis une prise de recul sur la durée, opérer non pas un basculement, mais un glissement progressif de façon à profiter de ces capacités humaines qui vont se dégager grâce à l'automatisation et notamment grâce à l'intelligence artificielle pour mettre ces capacités au profit d'une relation renforcée avec nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Merci Fabrice Ottagno. Je voulais poursuivre sur cette question de l'emploi. Est-ce que pour vous, vous avez réfléchi aux impacts éventuels qu'il pourrait y avoir au sein de vos différents salariés? Oui, bien sûr, on réfléchit au problème de l'emploi, mais je pense que plutôt que ce soit un problème, c'est une immense opportunité. On a des poches de productivité complètement hallucinantes qui ne sont encore pas exploitées et qu'on peut exploiter avec l'intelligence artificielle avant de se poser la question de savoir si on doit remplacer l'humain. Je prends l'exemple pour revenir au revenu management, vous donner quelques chiffres. On a plus de 4000 hôtels dans le monde, on a 1000 revenus managers. Il y a déjà 2000 hôtels qui sont optimisés par ces 1000 revenus managers. Donc on voit qu'il y a déjà un revenu manager qui peut s'occuper de plusieurs hôtels. Mais on a encore 2000 hôtels qui ne sont pas optimisés. Donc utiliser cette application d'intelligence artificielle, on va d'abord l'utiliser sur les hôtels qui ne sont pas optimisés par des revenus managers eux-mêmes. Donc on a déjà 2000 hôtels à s'occuper avant de se dire tiens, on va faire de la productivité sur les 2000 autres. Si je prends la relation client, où on a aussi des moteurs de recommandation en temps réel par rapport à des contenus, par rapport au profil des clients, puis on leur pose du contenu intelligent. Là aussi, les sources de progression sont énormes. Donc avant qu'on diminue l'équipe marketing client pour faire la productivité sur la relation client, on a encore quelques années qui vont se passer.
Ce que je vois là chez nous, c'est que le problème sur la partie relation client va se poser plus au niveau des contenus qu'au niveau du profilage des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, moyennant, tout en restant compliant avec les recommandations du règlement européen, on va avoir de plus en plus d'acuité pour comprendre le profil de nos clients, et pas simplement des profils comportementaux, mais des profils attitudinaux. On va se poser la question de comment je suis capable de produire du contenu pour pousser ça. Et chez nous, du contenu, c'est des images, du texte, des choses qu'on fait créer par des agences aujourd'hui, et que ce contenu est largement insuffisant et énormément coûteux. Donc derrière se pose la question de savoir comment on va produire plus de quantité de contenu. Je pense qu'une des voies qu'on explore, c'est de passer par les UGC, les User Generated Content, ou faire travailler nos clients à nous apporter du contenu de qualité sur ce qu'ils ont vécu comme expérience dans nos hôtels, va nous aider à avancer plus vite sur cette partie-là. Alors, est-ce que ça va remplacer des postes dans les agences ? Je n'en sais rien. Ça peut être dangereux parce qu'on sait tous que le client mécontent produit 10 fois plus de contenu que les 100 clients qui ont été plutôt satisfaits de vos prestations. Oui, certes. Alors, après, on a des nouvelles façons de faire. Un petit cas d'intelligence artificielle qu'on utilise, c'est qu'au lieu de dire... Quand vous réservez un hôtel, vous réservez une destination, puis après vous dites bon, je regarde un hôtel, puis je regarde sur TripAdvisor si la réputation de cet hôtel, etc. C'est très séquentiel. Ce qu'on essaie de faire, c'est de passer par le mood des clients maintenant. C'est-à-dire qu'on va proposer un certain nombre d'images à nos clients, des images plutôt de séjours en amoureux, de séjours sportifs, de séjours bien-être, de séjours, etc., etc. Et puis après des décorations d'hôtel, vintage, ultra moderne, high-tech. Puis qu'est-ce qui entoure l'hôtel, du shopping, du sport, des paysages, des musées. Et en fait, on conduit le client à appuyer sur des images qui représentent l'envie de son séjour et le contexte de son séjour. Et après, une intelligence artificielle, basée sur ce mood, va recommander 3, 4 hôtels différents qui peuvent être, si c'est un voyage amoureux, à Rome, à New York ou à Paris, et changer un petit peu la vision que pourrait avoir d'un séjour à l'hôtel. Et proposer des thématiques plutôt que d'attendre qu'eux veuillent voilà. venir. Donc ça demande plus de contenu, ça demande aussi d'accrocher une signification au contenu qu'on va proposer, et là on passe par l'analyse de tout ce qui est revu, tout ce qui est analyse sémantique des hôtels, en capturant les avis des clients, dire, vu du client, cet hôtel correspond à tel ou tel mood, et on va plutôt proposer un voyage amoureux sur cet hôtel-là et un voyage très high-tech sur cet hôtel-là. Merci. Julien-Henri Maurice, pardon. On va parler des moyens mis en œuvre. Vous avez un laboratoire, c'est ça, avec l'AI. Oui. Il y a combien de personnes ? C'est vos data scientists, c'est des doctorants, expliquez-nous. D'abord, un peu rebondir sur 2-3 choses qui ont été dites. Je suis d'accord sur le fait que ça passe vraiment par l'humain. Quand nous, on a décidé d'y aller, je l'ai fortement poussé. Et ça a même été intéressant de recruter des candidats ou des candidates qui étaient d'accord sur cette vision-là. C'est-à-dire avant de faire venir des profils digitaux, je leur ai expliqué quelle était ma vision, moi, et que l'IA allait être centrale. La chance, peut-être, que j'ai eue et que j'ai chez Bazar Chic, c'est qu'il y a une vraie attente. Et que limite, si on le faisait pas et si on passait à côté ou si on le mettait sous silence, on ne serait pas dans les bons sujets RH ou de gestion de talent. Donc c'est déjà une première chose, c'est que moi l'équipe en fait était vraiment demandeuse et ils ont très vite compris que dans le web, le digital, le numérique, si on passe pas par ce prisme d'automatisation et de productivité, alors l'EBITDA, le PNL s'en retrouvent impactés et donc ils ont cette conscience de la réalité économique des salaires chargés qui s'accumulent, etc. Donc ça c'est la première chose, c'est de leur expliquer la chaîne de valeur. La deuxième chose, pour répondre à votre question, le lab aujourd'hui c'est 5 personnes et ces 5 personnes en fait elles travaillent en transverse avec toutes les équipes du groupe et j'avais un chiffre que je voulais partager, dont on avait discuté, qui était que quand j'ai lancé la première initiative pour changer les ciblages, en fait, on l'a fait sur le premier cas d'usage, on l'a fait sur le CRM chez Bazar Chic, donc c'est des ventes événementielles tous les jours, donc vous avez des nouvelles ventes tous les matins à 7h, et donc on a une newsletter qui est envoyée à des millions de gens, etc. Donc ça, je dirais, c'est la mécanique bien huilée depuis 11 ans. Et puis on s'est vite rendu compte que
il faut s'inscrire pour accéder aux ventes, et en s'inscrivant, donc on se pose dans un business de churn. C'est-à-dire que les gens vont se désinscrire, vont peut-être pas aimer le modèle ou les marques, etc. Et donc, le maximum de gens qui ne churnent pas, le meilleur est mon ROI sur ce qu'on appelle en compta les frais marketing. Partant de ce postulat-là, c'est là que j'ai placé l'IA sur le premier use case en disant on va travailler la pression commerciale parce qu'on a cette big data, cette smart data, comme on dit, cette connaissance client. On a la chance que tout le monde chez nous, pour venir accéder, ils sont logués, contrairement à beaucoup de players digitaux. Donc forcément, je sais ce qu'ils regardent, je sais ce qu'ils voient, je sais ce qu'ils achètent, enfin, je sais quel device, quelle heure, enfin partout. C'est beaucoup de données. Et donc, on l'a mis sur le CRM et donc on a créé des nouvelles campagnes qui ont permis de le faire en surpression par rapport à des règles de gestion bien précises. Et qu'est-ce qu'on a vu quand on a fait un A/B test, comme c'était le cas, la question qui a gagné entre l'humain et la machine? C'était la machine, même paradigme qui a été décrit. Le premier mois, on était à 50-50, donc on voyait qu'il se passait quand même quelque chose. Le deuxième mois, ça a commencé vraiment à cartonner. Et au bout du troisième mois, par rapport à ce qui était fait de façon empirique sur les ciblages CRM, l'IA performait à plus 87%. Donc là, forcément, tout décideur qui se respecte, donc mon président a ouvert les yeux et s'est dit c'est intéressant. Et donc voilà. Et en plus, l'équipe a bien vu que ça s'automatisait, que c'était des choses qui étaient très chronophages et que c'était une bonne chose que ce soit fait par la machine et qu'en plus, il y avait un lâcher prise très volontaire en disant si en plus ils le font beaucoup mieux, je supervise comme cela, mais au moins ça me laisse du temps pour faire autre chose. Donc il y avait une demande, il y avait un gain de temps. Il y a le premier use case qui était super intéressant et donc là on continue sur toutes les initiatives que l'on a avec une roadmap très chargée en espérant avoir d'autres wow effect, je dirais, sur les futurs projets, mais il n'y a pas de raison. Merci, je voudrais terminer cette table ronde avant de donner la parole à la salle pour rebondir sur la présentation du plan France AI et j'allais dire, ces plateformes, cette collaboration entre les chercheurs et puis les entreprises qui est appelée des vœux du plan France AI et de l'État. Je vais vous poser la question aux trois, peut-être commencer par vous, Monsieur Georges. Est-ce que vous êtes prêt effectivement à collaborer avec des centres de recherche pour implémenter les dernières avancées dans l'AI? Oui, alors, nous avons conscience que pour passer de la recherche à l'opérationnel, il faut avoir à l'esprit que les solutions à mettre en œuvre ne seront pas toujours à l'échelle d'une seule entreprise en termes d'investissement, en termes de savoir-faire, et qu'il faudra sans doute réfléchir et agir de manière plus globale sous forme d'associations, de partenariats avec des startups, des laboratoires et d'autres entreprises. Alors, la Société Générale opère cette transition en cherchant à favoriser, comme d'autres entreprises, l'émergence d'une communauté ouverte autour de l'intelligence artificielle. Et pour vous donner un exemple, nous sommes membres du CIGREF, le club informatique des grandes entreprises françaises, qui regroupe plus de 140 grandes entreprises et organismes français. Et depuis presque 2 ans, s'est mis en place au sein du CIGREF un cercle intelligence artificielle qui essaie, alors nous participons à ce cercle avec une vingtaine d'autres entreprises publiques et privées, et ce cercle essaie de faire avancer une réflexion de place autour de la gouvernance de l'intelligence artificielle au travers des enjeux managériaux, juridiques et éthiques. Alors l'an dernier a été consacré à un travail de partage des définitions, des concepts, des enjeux, et s'est concrétisé fin septembre par la tenue d'un colloque et la publication d'un livre blanc. Et cette année, le cercle intelligence artificielle du CIGREF se concentre sur la mise en œuvre d'une démarche opérationnelle pour opérer la transition intelligente des entreprises. Alors le cadre que nous posons est le suivant. Lorsque bientôt, la plupart des agents économiques, des acteurs économiques se seront dotés de leurs propres intelligences artificielles, qu'est-ce qui aura changé dans la relation entre l'entreprise et ses parties prenantes et comment les organisations internes, qu'il s'agisse des métiers ou de l'informatique, auront réussi à y faire face? Alors, au-delà des questions, je dirais, classiques sur les données et sur les métiers touchés par l'intelligence artificielle, l'une des questions que nous étudions, et je crois assez révélatrice des réflexions en cours, cette réflexion, c'est comment créer les conditions d'expérimentation des nouveaux usages liés à l'intelligence artificielle.
Et cela veut dire en particulier comment créer des plateformes multi-entreprises ouvertes aux laboratoires, aux académiques, aux startups, comment expérimenter les nouvelles formes d'interaction permises par l'intelligence artificielle, comment faire grandir et coévoluer les agents intelligents de l'entreprise et ceux de ses clients, comment évaluer l'utilité, l'empathie, le comportement éthique des agents intelligents. Donc voilà tout un ensemble de questionnements et de pistes de solutions qui peuvent être développées à différentes échelles, au niveau de chaque entreprise, bien sûr, mais aussi au plan national et probablement au plan européen, l'un des enjeux étant aussi certainement de renforcer le discours et la place des entreprises françaises au niveau des politiques européennes. Merci. Rapidement, Fabrice Ottagno et puis Julien Henri Maurice, cette collaboration entre académique et business, j'allais dire. Oui, chez moi j'utilise des thésards pour les problématiques d'intelligence artificielle. Nous, on n'est pas du tout à un niveau là, on est à un niveau, on doit délivrer de la valeur, c'est attendu. J'ai des rapports à faire au COMEX assez réguliers par rapport à ça. On utilise également des doctorants en chiffres qui nous aident à peaufiner. Par exemple, c'est facile de recommander la destination, c'est difficile de recommander un hôtel quand on est dans une relation client. Donc on essaie de dégager des nouveaux algorithmes. Donc on est en partenariat avec ParisTech et une des chaires de ParisTech pour avoir des chiffres chez nous qui nous aident à progresser sur nos algos et qui font en même temps des publications. Et je pense que le système de chiffres est une très bonne chose. Il y a une nouvelle problématique qui se pose à nous maintenant, c'est pas simplement d'avoir de la donnée, de l'analyser, d'avoir des algos, mais c'est de la mettre en œuvre dans le système d'information, ce qui demande un enjeu de compute en fait, plus que de stockage. Et là se posent des questions de dire comment on essaie d'avoir un trade-off entre la puissance de feu et la nécessité de compute et l'argent que ça représente. Et on va commencer à travailler avec des organismes de recherche pour voir effectivement si on peut déporter, comme on le fait, déporter la puissance de feu depuis le cloud vers les applications locales. Merci. Monsieur Maurice, juste un mot. Première chose, j'ai oublié de répondre à une des questions de tout à l'heure, c'était sur l'emploi. Nous, avant qu'on pense déjà à ce que ça va détruire, encore une fois, on est en demande de nouvelles compétences. Donc en fait, pour l'instant, ça crée de l'emploi. Donc première chose, pour l'instant, on n'est pas dans une logique qui va disparaître. Pour répondre à la question sur l'externe, évidemment, après, avec Francia et d'autres, mon point de vue, c'est que l'organisation de cette data déstructurée, qui doit être structurée et activable, qui est un gros enjeu, je pense, pour tous au quotidien, elle doit forcément sortir de chez nous. On ne doit pas être en silo, sinon on ne peut pas parler de change management et de transformation digitale. Et ceux qui resteront, j'ai envie de dire, sclérosés sur leur propre data dans leur coin, performeront, à mon sens, moins bien. Donc, je ne sais pas sous quelle forme ça va se prendre, sur des plateformes communes, etc. Ce que ça sous-tend comme sujet, quand même, c'est le côté compliant, en effet, avec l'IT, la privacy. Ça, on en parle pas trop souvent, mais c'est ultra important si on met les données partout et que ça se balade. Et puis, comment on en fait sens, encore une fois, pour le client, pour l'excellence opérationnelle, pour l'expérience client. Donc, de mon point de vue, oui, on le fait déjà, nous, beaucoup, comment on onboard ces données, et sous quelle forme et pour quelle collaboration. Ça, c'est un peu, de mon point de vue, ce qui manque sur le maillon de la chaîne. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a encore quelques lignes et quelques règles à écrire. Mais il faut le faire si on veut être au rendez-vous. Merci. On va donner la parole à la salle, s'il y a quelques questions. Monsieur Sadek. Alors, encore faut-il que le micro marche. Voilà, ça marche, c'est bon. Je pense que ça marche, oui. Merci pour ce débat très intéressant. Il y a l'un des premiers projets à vocation opérationnelle que j'ai eu dans le domaine de l'IA, c'était avec la Société Générale. À l'époque, c'était pour concevoir un service de transaction boursière par téléphone et en langage naturel. Donc, la Société Générale déjà collaborait en fait à l'époque avec des centres de recherche, mais c'était des centres de recherche industriels aussi. Donc, c'était dans le cadre d'une autre grande entreprise qui a été présentée ce matin d'ailleurs, pour ne pas la nommer, Orange. Je voulais juste savoir, en fait, et une question à tous les trois, comment vous faites aujourd'hui pour choisir vos solutions ? Les solutions d'intelligence artificielle, donc les outils, les produits potentiellement opérationnels ou à vocation de le devenir, comment est-ce que vous faites vos choix ?
Question très large, réponse très rapide, s'il vous plaît. On expérimente. Déjà, on essaie de faire comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Ça a l'air évident comme ça parce qu'on utilise le mot à longueur de journée. En réalité, il faut bien, je ne vais pas développer, mais bien faire comprendre la différence entre données, information, connaissance, intelligence et conscience. On n'a pas parlé de conscience ici, mais c'est aussi un sujet qui pourrait être développé. Donc faire comprendre le sujet et puis derrière expérimenter, se confronter au monde. Beaucoup de réseautage, beaucoup de retours d'expérience sur des confrères qui font des initiatives. Donc si on parle vraiment de prestataires qui peuvent répondre sur des technos, et puis un accélérateur de start-up également qui est chez Gary Lafayette, dont Bazar Chic fait partie. Donc en fait c'est beaucoup moi sur la cartographie du marché repose beaucoup sur moi et le temps que je donne en dehors de mon travail pour aller chercher justement les solutions. Et ce qu'on a fait sur le CRM, c'était avec un prestataire externe que j'ai été chercher par rapport à toute une liste que j'ai mise en place de critères pour être, excusez-moi des anglicismes, pour être compliant, pour être éligible à travailler avec nous et par rapport au retour sur investissement qu'on pouvait en attendre. Donc c'est beaucoup d'initiatives personnelles chez moi en tout cas. Je ne suis pas staffé pour avoir plus. Chez nous, c'est très try and learn. Enfin, j'ai pas de démarche structurée en lançant des appels d'offres et puis en recueillant 10 candidatures pour retenir une solution. C'est des try and learn. J'utilise des startups pour s'éclairer. On essaie d'avoir, y compris dans des conférences comme celle-ci, des échanges avec des startups pour avoir des idées, pour les en faire passer chez nous. Ce qu'on fait avec la recherche nous aide aussi à trouver des solutions. Et dans la partie algorithmique chez nous, on essaye beaucoup de choses et on choisit ce qui marche le mieux. En tout ce qui est analyse sémantique, parce qu'on en fait pas mal, on va chercher plusieurs API d'analyse sémantique, on les fait passer, on regarde celle qui marche le mieux et puis on pousse la meilleure solution. Il faut être très pragmatique, je n'ai pas de démarche industrielle là-dessus, quoi. Typiquement, la démarche que je fais aujourd'hui, s'il y a des gens qui peuvent penser qu'ils peuvent avoir un apport chez Bazar Chic, c'est aussi comme ça que j'ai du flux entrant en fait, sur mon LinkedIn, etc. C'est en me rendant visible que ça me permet d'être en pool. Merci, ça me fait la transition. Je vous propose, pardon, je dois respecter le temps, de profiter de cette pause déjeuner, un, pour vous sustenter, et deux, pour voir effectivement les trois intervenants que je remercie beaucoup de leur intervention et de la clarté.